Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Nous allons poursuivre les contes de la Bécasse de Maupassant. Aujourd'hui ce sera un Normand. Très belle écoute à tous. Nous venions de sortir de Rouen et nous suivions au grand trot la route de Jumièges. La légère voiture filait, traversant les prairies, puis le cheval se mit au pas pour monter la côte de Canteleu. C'est là un des horizons les plus magnifiques qui soient au monde. Derrière nous Rouen, la ville aux églises, aux clochers gothiques, travaillés comme des bibelots d'ivoire. En face, Saint-Sever, le faubourg aux manufactures, qui dresse ses 1000 cheminées fumantes sur le grand ciel, vis-à-vis des 1000 clochetons sacrés de la vieille cité. Ici la flèche de la cathédrale, le plus haut sommet des monuments humains. Et là-bas la pompe à feu de la foudre, sa rivale presque aussi démesurée, et qui passe d'1 mètre la plus géante des pyramides d'Égypte. Devant nous, la Seine se déroulait, ondulante, semée d'îles, bordée à droite de blanches falaises que couronnait une forêt. À gauche, de prairies immenses qu'une autre forêt limitait, là-bas, tout là-bas. De place en place, de grands navires à l'ancre, le long des berges du large fleuve. 3 énormes vapeurs s'en allaient à la queue leu-leu vers le Havre, et un chapelet de bâtiments formé d'un 3-mâts, de 2 goélettes et d'un brick remontait vers Rouen, traîné par un petit remorqueur vomissant un nuage de fumée noire. Mon compagnon, né dans le pays, ne regardait même point ce surprenant paysage, mais il souriait sans cesse. Il semblait rire en lui-même. Tout à coup, il éclata. « Ah, vous allez voir quelque chose de drôle. La chapelle au Père Mathieu. Ça, c'est du nanan, mais bon. » « Mon bon. » Je le regardais d'un œil étonné. Il reprit. « Je vais vous faire sentir un fumet de Normandie qui vous restera dans le nez. Le Père Mathieu est le plus beau Normand de la province, et sa chapelle une des merveilles du monde, ni plus ni moins. Je vais vous donner d'abord quelques mots d'explication. Le Père Mathieu, qu'on appelle aussi le Père, la Boisson, est un ancien sergent-major revenu dans son pays natal. Il unit en des proportions admirables pour faire un ensemble parfait la blague du vieux soldat à la malice finaude du Normand. De retour au pays, il est devenu, grâce à des protections multiples et à des habiletés invraisemblables, gardien d'une chapelle miraculeuse, une chapelle protégée par la Vierge et fréquentée principalement par les filles enceintes. Il a baptisé sa statue merveilleuse Notre-Dame du Gros Ventre. Il la traite avec une certaine familiarité goguenarde qui n'exclut point le respect. Il a composé lui-même et fait imprimer une prière spéciale pour sa bonne Vierge. Cette prière est un chef-d'œuvre d'ironie involontaire, d'esprit normand, où la raillerie se mêle à la peur du saint, à la peur superstitieuse de l'influence secrète de quelque chose. Il ne croit pas beaucoup à sa patronne. Cependant, il y croit un peu par prudence, et il l'aménage par politique. Voici le début de cette étonnante oraison. Notre bonne Madame, la Vierge Marie, patronne naturelle des filles mères en ce pays et par toute la terre, protégez votre servante, qui a fauté dans un moment d'oubli. Cette supplique se termine ainsi. Ne m'oubliez pas, surtout auprès de votre saint époux, et intercédez auprès de Dieu le Père, pour qu'il m'accorde un bon mari semblable au vôtre. Cette prière interdite par le clergé de la contrée est vendue par lui sous le manteau, et passe pour salutaire à celle qui la récite avec onction.
En somme, il parle de la bonne Vierge, comme faisait de son maître le valet de chambre d'un prince redouté, confident de tous les petits secrets intimes. Il sait sur son compte une foule d'histoires amusantes qu'il dit tout bas entre amis après boire. Mais vous verrez par vous-même. Comme les revenus fournis par la patronne ne lui semblaient point suffisants, il a annexé à la Vierge principale un petit commerce de saints. Il les tient tous, ou presque tous. La place manquant dans la chapelle, il les a emmagasinés au bûcher, d'où il les sort sitôt qu'un fidèle les demande. Il a façonné lui-même ces statuettes de bois, invraisemblablement comiques, et les a peintes tout en vert à pleine couleur, une année qu'on badigeonnait sa maison. Vous savez que les saints guérissent les maladies, mais chacun a sa spécialité, et il ne faut pas commettre de confusion ni d'erreur. Ils sont jaloux les uns des autres, comme des cabotins. Pour ne pas se tromper, les vieilles bonnes femmes viennent consulter Mathieu. Pour les maux d'oreille, qu'est-ce saint qui est le meilleur? Il y a saint Osine qui est bon. Il y a aussi saint Pamphile qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas tout. Quand Mathieu a du temps de reste, il boit. Mais il boit en artiste, en convaincu, si bien qu'il aigrit régulièrement tous les soirs. Il aigrit, mais il le sait. Il le sait si bien qu'il note, chaque jour, le degré exact de son ivresse. C'est là sa principale occupation, la chapelle ne vient qu'après. Et il a inventé, écoutez bien et cramponnez-vous, il a inventé le soulomètre. L'instrument n'existe pas, mais les observations de Mathieu sont aussi précieuses que celles d'un mathématicien. Vous l'entendez dire sans cesse « Puis lundi, j'ai passé 45 » ou bien « J'étais entre 52 et 58 » ou bien « J'en avais bien 66 à 70 » ou bien « Crécoquin, je me croyais dans les 50, là que je m'aperçois que j'étais dans les 75 » Jamais il ne se trompe. Il affirme n'avoir pas atteint le maître. Et comme il avoue que ses observations cessent d'être précises quand il a passé 90, on ne peut se fier absolument à son affirmation. Quand Mathieu reconnaît avoir passé 90, soyez tranquille. Il était crânement gris. Dans ces occasions-là, sa femme Mélie, une autre merveille, se met en des colères folles. Elle l'attend sur sa porte quand il rentre et elle hurle. « Te voilà, salaud, cochon, bougre d'ivrogne !» Alors Mathieu, qui ne rit plus, se campe en face d'elle et d'un ton sévère. « Tais-toi, Mélie, c'est pas le moment de causer. Attends demain. » Si elle continue à vociférer, il s'approche et la voix tremblante. « Gueule plus, je suis dans les 90, je ne mesure plus. Je vas cogner, prends garde. » Alors Mélie bat en retraite. Si elle veut le lendemain revenir sur ce sujet, il lui rit au nez et répond. « Allons, allons, assez causé, c'est passé. Tant que j'aurai pas atteint le maître, il n'y a pas de mal. Mais si je passe le maître, je te permets de me corriger, ma parole. » Nous avions gagné le sommet de la côte. La route s'enfonçait dans l'admirable forêt de Roumare. L'automne merveilleux, mêlait son or et sa pourpre aux dernières verdures restées vives, comme si des gouttes de soleil fondu avaient coulé du ciel dans l'épaisseur des bois. On traversa Duclair, puis au lieu de continuer sur Jumièges, mon ami tourna vers la gauche et prenant un chemin de travers s'enfonça dans le taillis. Et bientôt, du sommet d'une grande côte, nous découvrions de nouveau la magnifique vallée de la Seine et le fleuve tortueux s'allongeant à nos pieds. Sur la droite, un tout petit bâtiment couvert d'ardoises et surmonté d'un clocher haut comme une ombrelle s'adossait contre une jolie maison en persiennes vertes, toute vêtue de chèvrefeuilles et de rosiers. Une grosse voix s'écria. « V'là des amis !» Et Mathieu parut sur le seuil. C'était un homme de 60 ans, maigre,
portant la barbiche et de longues moustaches blanches. Mon compagnon lui serra la main, me présenta, et Mathieu nous fit entrer dans une fraîche cuisine qui lui servait aussi de salle. Il disait « Moi, m'sieu, je n'ai pas d'appartement distingué. J'aime bien le point moyanier du fricot. Les casseroles, voyez-vous, ça tient compagnie. » Puis se tournant vers mon ami. « Pourquoi venez-vous un jeudi? Vous savez bien que c'est jour de consultation de ma patronne. Je ne peux pas sortir cet après-midi. » Et courant à la porte, il poussa un effroyable beuglement. « Mélie !» qui dut faire lever la tête aux matelots des navires qui descendaient ou remontaient le fleuve, là-bas tout au fond de la creuse vallée. Mélie ne répondit point. Alors Mathieu cligna de l'œil avec malice. « Ah, n'est pas contente après moi, voyez-vous, parce qu'hier je me suis trouvé dans les 90. » Mon voisin se mit à rire. « Dans les 90, Mathieu, mais comment avez-vous fait ?» Mathieu répondit. « Je vais vous dire, je n'ai trouvé l'an dernier 4,20 rasières de pommes d'abricot. Il y en a plus, mais pour faire du cidre, il n'y en a que ça. Donc j'en fis une pièce que je mis hier en Perse. Pour du nectar, c'est du nectar, vous m'en direz des nouvelles. J'avais ici Polyte. Nous mettons à boire un coup et puis encore un coup, sans se rassasier, on en boirait jusqu'à demain. Si bien que de coup en coup, je me sens une fraîcheur dans l'estomac. Je dis à Polyte, si on buvait un verre de fine pour se réchauffer, il consent. Mais cette fine, ça vous met le feu dans le corps, si bien qu'il a fallu revenir au cidre. Mais voilà que la fraîcheur en chaleur et de chaleur en fraîcheur, je m'aperçois que je suis dans les 90. Polyte était pas loin du maître. » La porte s'ouvrit. Mélie parut. Et tout de suite, avant de nous dire bonjour, « Cré-cochon, vous avez bien le maître tous les deux. » Alors Mathieu se fâcha. « Dis pas ça, Mélie, dis pas ça. J'ai jamais été au maître. » On nous fit un déjeuner exquis. Devant la porte, sous 2 tilleuls, à côté de la petite chapelle de Notre-Dame du Gros-Ventre et en face de l'immense paysage. Et Mathieu nous raconta, avec raillerie mêlée de crédulité inattendue, d'invraisemblables histoires de miracles. Nous avions bu beaucoup de cidre adorable, piquant et sucré, frais et grisant, qu'il préférait à tous les liquides, et nous fumions nos pipes à cheval sur nos chaises, quand 2 bonnes femmes se présentèrent. Elles étaient vieilles, sèches, courbées. Après avoir salué, elles demandèrent Saint-Blanc. Mathieu cligna de l'œil vers nous et répondit « Je vais vous donner ça !» Et il disparut dans son bûcher. Il y resta bien 5 minutes, puis il revint avec une figure consternée. Il levait les bras. « Je sais pas ce qu'il est, je le trouve plus. Je suis pourtant sûr que je l'avais. » Alors, faisant de ses mains un porte-voix, il mugit de nouveau. « Mélie !» Du fond de la cour, sa femme répondit. « Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il est, Saint-Blanc ? Je le trouve plus dans le bûcher. » Alors Mélie jeta cette explication. « Ça y est pas celui que t'as pris l'autre semaine pour boucher le trou de la cabine à lapin ?» Mathieu tressaillit. « Nom d'un tonnerre, ça se peut bien. » Alors il dit aux femmes, « Suivez-moi. » Elles suivirent. Nous en fîmes autant, malades de rire étouffés. En effet, Saint-Blanc, piqué en terre comme un simple pieu maculé de boue et d'ordures, servait d'angle à la cabine à lapin. Dès qu'elles l'aperçurent, les 2 bonnes femmes tombèrent à genoux, se signèrent et se mirent à murmurer des orémus. Mais Mathieu se précipita. « Attendez, vous voilà dans la crotte, je vais vous donner une botte de paille. » Il alla chercher la paille et leur en fit un prix Dieu. Puis, considérant son Saint-Fond jeu et craignant sans doute un discrédit pour son commerce, il ajouta « Je vais vous le débrouiller un brin. » Il prit un seau d'eau, une brosse et se mit à laver vigoureusement le bonhomme de bois, pendant que les 2 vieilles priaient toujours. Puis, quand il eut fini, il ajouta « Maintenant, il n'y a plus de mal. » Et il nous ramena boire un coup. Comme il portait le verre à sa bouche, il s'arrêta, et d'un air un peu confus. « C'est égal. Quand j'ai mis Saint-Blanc au lapin, je croyais bien qu'il ne ferait plus d'argent.
Il y avait 2 ans qu'on ne le demandait plus. Mais les seins, voyez-vous, ça ne passe jamais. » Il but reprit. « Allons, buvons encore un coup. Avec des amis, faut pas s'y aller à moins de 50. Et je n'en sommes seulement pas à 38. » Voilà. J'espère que cela vous a plu. Je vous remercie par avance de liker, partager, commenter et de vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté.